تجربة مماثلة لتجربة العراق. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette édition spéciale consacrée à la situation à Tripoli. L'invité de ce journal, Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise. Bonsoir Monsieur Salouane. Bonsoir Monsieur Berberi. Alors on l'a appris il y a quelques instants, les affrontements ont repris à Tripoli et gagnent en intensité. Un nouveau soldat est tombé, a été tué il y a quelques instants à Tripoli aussi. Monsieur Salouane, l'armée, la troupe qui affronte depuis vendredi, ces miliciens armés, semblent en tout cas pour l'instant avoir les mains liées. Pas de décision politique, pas de feu vert. Quel chef d'orchestre justement derrière toutes ces batailles? Avant tout, M. Berberi, il faut bien souligner que Tripoli n'est pas un ghetto. Tripoli, c'est la deuxième plus grande ville du Liban. Le Tripolitain est un Libanais qui est jovial, qui est joyeux, c'est un personnage qui est cultivé, qui aime la vie. Ce n'est ni un daeshiste, ni un nasraoui. Donc, dire toujours que c'est un environnement totalement daeshiste et nasraoui dans cette région-là, c'est criminel. Deuxièmement, hélas, ce qui se passe à Tripoli est la conséquence de l'action de certains illuminés, aussi bien religieux que civils, qui y ont pendant plus de 4 ans, et essentiellement depuis le début de la guerre de Syrie, essayé d'envoyer des jeunes vers une guerre sans fin, vers une guerre fratricide, vers une guerre qui n'en ont rien à faire, et maintenant qu'ils sont de retour, ils se trouvent totalement dans un environnement qu'on appelle, hélas, de terrorisme. On le voyait à l'écran des images, M. Salouane, des images de ces drapeaux, en tout cas de l'État islamique au Liban. À votre avis, est-ce que Tripoli est-il un terrain fertile justement pour ces mouvements islamistes? Loin de là, comme je vous l'ai précisé, Tripoli n'est pas un terrain fertile en tant que Tripoli, en tant que société. Non, parce que si c'était un terrain fertile, c'est qu'il y a au moins le tiers de la population libanaise qui doit être soit daeshiste, soit nasraoui, et c'est très grave. Donc l'alternative serait de quitter le Liban. On ne peut pas dire que tous les sunnites sont des daeshistes et des nasraouis. Mais il y a certains illuminés, une infime partie, c'est-à-dire une toute infime partie d'illuminés religieux et civils qui ont essayé de créer un environnement du fait de la misère, du fait de l'illettrisme, du fait de la négligence de l'État, et d'un autre côté... Une minorité qui contrôle en tout cas la situation sur le terrain et qui menace l'armée, on le voit. Ah ben bien sûr, parce qu'il y a aussi des intérêts économiques pour certaines personnalités de Tripoli, de rafler la mise après la destruction totale d'une grande partie de la ville. Je me demande comment on peut, quand une ville dont les principaux acteurs politiques, économico-politiques sont des milliardaires et qui ont les moyens de créer des emplois dans cette région-là, on trouve une misère totale, essentiellement à Bab el-Tebane et dans toute la région environnante où se déroulent actuellement les combats. Hélas, les Tripolitains et essentiellement les habitants de cette région-là sont otages de la misère, sont otages essentiellement de ces illuminés civils, de ces illuminés responsables, de ces illuminés religieux qui les poussent à un suicide collectif dans l'intérêt de certains et qui ont, eh bien, d'un autre côté, il faut bien spécifier que oui, ces personnes-là ont joué un rôle négatif. D'un autre côté, le Hezbollah a importé la guerre syrienne vers le Liban. Et troisièmement, nous avons devant nous, hélas, un gouvernement qui est dans le coma. Comment voudriez-vous, Monsieur Berberi, qu'un gouvernement puisse gouverner un pays quand il y a 24 droits au veto? Donc, personne ne peut, si un seul ministre chrétien, sunnite, chiite, druze refuse de signer une décision gouvernementale, le gouvernement est totalement paralysé. Et à votre avis, qu'est-ce qui empêche un feu vert justement à l'armée pour mettre fin justement à l'avancée des islamistes? Essentiellement, c'est le consensus national qui
Il n'y a pas un consensus national pour cela. Mais c'est l'avenir d'une ville, c'est l'avenir de toute une population qui est en danger. Écoutez, c'est plus que l'avenir d'une ville, c'est plus que l'avenir de Tripoli, c'est l'avenir du Liban. Nous sommes devant une poudrière, nous sommes devant un volcan dont il faudrait colmater les brèches. Sinon, si ce volcan explose, l'État libanais s'éclatera et il n'y aura plus de Liban. C'est-à-dire une nouvelle guerre semblable de celle de 1975 fera éclater tout le pays et toute la trame sociale du pays. On n'arrive pas à comprendre qu'il faudrait par tous les moyens, prendre la décision, une décision politique par toutes les factions politiques, quelles que soient les confessions. Oui. Leur confession, de donner un ordre à l'armée libanaise de terminer cet état de fait à Tripoli. Craignez-vous les représailles, en tout cas de la communauté sunnite à Tripoli? Écoutez, il peut y avoir des représailles si la communauté sunnite se sent frustrée, si la communauté sunnite sent que cette décision a été prise d'une manière injuste. Mais je ne pense pas que la communauté sunnite, si elle prend parti dans la prise de cette décision, que si les autres factions aussi, chiites comme le Hezbollah et chrétiens, prennent leurs responsabilités en main et essaient de trouver une issue, parce que le pouvoir de coercition ne peut qu'être entre les mains de l'armée, trouver une issue, hélas, d'une manière armée pour le moment, mais ensuite, il faudrait essayer de trouver une issue socio-économique au problème des Tripolitains et de toute la région. Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise, merci pour tous vos éclairages. Restez des nôtres. Au retour de la pause, 36 millions d'Ukrainiens aux urnes pour choisir leurs députés. Retour sur le plateau de l'info et en bref, dans le reste de l'actualité, 36 millions d'Ukrainiens aux urnes pour choisir leurs députés malgré la guerre civile qui déchire le pays. L'objectif pour le président Porochenko est d'avoir un parlement pro-européen et conduire de profondes réformes économiques dans un pays en crise et ainsi refermer le chapitre Yanukovych, son prédécesseur pro-russe. Les zones contrôlées par les séparatistes et la Crimée organisent leur propre scrutin le 2 novembre. On vote également en Tunisie pour les deuxièmes élections législatives depuis la chute de Ben Ali. Le scrutin se joue entre les islamistes d'Ennahda et les laïcs du parti Nida Tounes, qui compte d'anciens membres du régime de Ben Ali. C'est une étape cruciale de la transition démocratique. Dans moins d'un mois, le 23 novembre, les Tunisiens éliront leur président. Le scrutin se déroule sur fond de craintes sécuritaires. 80 000 policiers et militaires ont été déployés. Second tour de la présidentielle au Brésil, Dilma Rousseff convoite un deuxième mandat. Les sondages lui donnent une légère avance sur son rival de centre-droit Aécio Neves. Mais rien n'est joué, la présidente sortante fait face à de graves accusations de corruption et les couches les plus aisées la jugent responsable du ralentissement économique du pays. Le Brésil est entré en récession au premier semestre. Et avant de refermer ce journal, direction la base de Derkifa au sud Liban, QG des casques bleus français. Arrivés il y a un mois, les 900 militaires multiplient séances d'entraînement, patrouilles et coopération avec l'armée libanaise. Coup de projecteur sur le peloton de l'adjudant Nyok, récemment rentré de Centrafrique. C'est un reportage signé Noral. Donc le lieu de départ, ça sera ici, 9 unités. L'heure de départ, donc le 21-07. À 7h30, Lima, formation de la rame. L'adjudant Nyok briefe ses hommes. Ces soldats français de la FINUL s'apprêtent à partir en patrouille avec l'armée libanaise. Comme avant chaque départ, le chef de peloton leur détaille l'itinéraire, l'emplacement des différentes bases libanaises et onusiennes, les obstacles qu'ils pourraient rencontrer ou encore les précautions à prendre en cas d'incident. Des instructions simples mais nécessaires pour s'assurer que la patrouille s'effectue dans les meilleures conditions. Mais cette fois, la patrouille n'aura pas lieu. Ce briefing est en fait une séquence d'entraînement appelée warm-up, car ces casques bleus français ne sont au sud Liban que depuis quelques semaines. Ils appartiennent à la FCR, la force de réserve de la FINUL. Sa mission, intervenir en cas d'urgence sur toute la zone d'opération de l'ONU.
Pour l'adjudant Nioc, il s'agit de son premier déploiement depuis qu'il est devenu chef de peloton il y a 4 mois, avec sous son commandement une trentaine d'hommes du 1er régiment de hussards parachutistes. J'ai un peloton qui est relativement jeune, donc c'est pour certains leur première mission. Donc je m'attelle forcément à les suivre, à les instruire correctement. Mon peloton dans sa globalité est heureux de participer à cette mission, puisque c'est une mission quand même unique sous l'égide de l'ONU. Et quelque part, ils sont tous convaincus qu'ils sont au service de la paix, donc ça les motive d'autant plus. Donc moi, je me sers de cette motivation, de cet entrain pour pouvoir réaliser tous mes objectifs. Et pour moi, c'est rester dans la continuité de la préparation pour être de plus en plus performant et de réaliser toutes les missions qui sont confiées par mes chefs. Et la mission principale est évidemment le maintien de la paix au Sud-Liban, dans le cadre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Ces militaires, qui étaient déployés en Centrafrique au printemps dernier, ont donc dû échanger leur fameux béret rouge de parachutistes contre celui bleu ciel de la FINUL. C'est vrai qu'on pourrait penser que ça peut être difficile au niveau de la bascule. Nos chefs et ainsi moi-même, on s'est efforcé à répercuter donc la bonne parole à nos soldats pour leur expliquer que le contexte était totalement différent. Ici on est au service de la paix, le climat est pour l'instant stable. Pas question pour autant de baisser la garde, car le Sud-Liban est une ancienne zone de guerre. La menace de mines et de munitions non explosées est donc bien réelle. Mais pas seulement, il faut aussi savoir réagir face à une attaque d'engins explosifs improvisés, aussi appelés IED. Voilà le but du deuxième atelier de ce warm-up, dirigé par un instructeur qui connaît très bien le théâtre d'opération. Vous allez chercher la présence de l'IED. Donc la présence, c'est de la terre retournée, une fouille, un câble pour une antenne, des choses comme ça. Au niveau de la circulaire, à un endroit, vous devriez trouver quelque chose. Si vous ne trouvez pas, c'est pas grave, vous refaites un tour et je monterai avec vous. Une fois la consigne de l'exercice donnée, les soldats embarquent à bord du convoi. La maîtrise de cette séance est cruciale car le Liban est le berceau de la menace IED. C'est ici que l'on trouve les engins explosifs improvisés les plus développés. Au bout de quelques dizaines de mètres, le véhicule de tête repère quelque chose de suspect et signale aux autres de s'arrêter. Le filet en travers de la route, c'est vraiment un gros indice. Dès qu'il y a le moindre doute, les militaires ne vont pas au-delà. Tu mets des mecs au niveau de l'antenne, cordon au niveau de l'antenne, un mec au niveau du mirador et tu m'envoies 4 mecs. L'adjudant Nioc crie ses ordres pour boucler la zone suspecte et faire appel aux unités spécialisées. Chaque recoin est inspecté à la recherche d'un engin explosif potentiel. Nous retrouvons le sous-officier et son peloton de 24 hommes au grand complet sur un des pas de tir du Sud-Liban. Objectif de cette séance, répéter les différentes positions de tir utilisées lors des phases de combat. Mais cet exercice permet surtout aux casques bleus de garder les acquis, car si la mission se passe comme prévu, ils ne devraient pas utiliser leur arme au cours des prochains mois. Normalement, notre arme, on n'est pas amené à l'utiliser, certes. Nous restons quand même des soldats français, militaires français, donc on doit avoir des acquis, on doit être en mesure d'utiliser nos armes s'il y a besoin de les utiliser. Et toujours la FCR doit garder ce caractère de réversibilité, puisque c'est quand même, on va dire, une force d'urgence et de réserve pour le commandement. Donc on doit être prêt à intervenir si on nous demande de le faire. Mais avant de pouvoir commencer, il faut déballer le matériel. Pendant que ces militaires vont délimiter la zone de tir à l'aide de ces fanions rouges, ceux-là vont installer les cibles à une distance de 100 mètres du point de départ. Il faut aussi déshuiler les fusils pour garantir leur bon fonctionnement. Chaque FAMAS est minutieusement contrôlée. Les soldats se regroupent ensuite sur la butte qui surplombe le pas de tir où ils reçoivent les dernières instructions de la séance. Dernière étape, la distribution des munitions. Chacun reçoit 25 cartouches par exercice. Pour un tir à 50 mètres, position intermédiaire de votre choix. Consommation munitions à des chefs de patte. Au coup de sifflet. L'adjudant Nioc répète inlassablement les instructions et donne des conseils à ses hommes qui tirent par groupe de 6. Donc vous êtes stable, quelle que soit votre position, que vous soyez à genoux, accroupi ou debout, vous devez faire corps avec votre arme. En attendant leur tour, les autres groupes se succèdent à l'atelier sniper.
Ici, l'unique tireur d'élite du peloton leur montre comment monter et démonter son arme, un fusil de précision avec une portée de plus de 1000 mètres. Sur le pas de tir, l'adjudant Nioc inspecte les cibles. Tu es dans l'objectif, mais t'en as trop en bas, ça c'est stabilité et respiration. Donc tu bloques la respiration. Fin de la séance, l'heure est au bilan. Bon exercice, j'ai pu remarquer qu'ils n'ont pas perdu au niveau des acquis qu'ils avaient déjà en France, ils ont même bien progressé. Donc le but c'est de continuer de faire de plus en plus de séances de tir et d'arriver à un niveau se rapprochant de l'excellence. J'en ai profité pour faire un petit challenge entre mes patrouilles, histoire de les stimuler un peu plus. Et du coup, ils sont bien prêtés, ils ont bien adhéré au jeu. Plus de 1200 cartouches auront été tirées au cours de cette séance. Après avoir nettoyé la zone et remballé le matériel, le peloton Nioc reprend la route de Derkifa. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bon début de semaine à toutes et à tous. لن نكون على رأس تجربة مماثلة لتجربة العراق.